Donc, comme l'a dit le général Thévenon, j'ai pris le commandement du régiment le 30 juin dernier, un régiment auquel je suis particulièrement attaché et que je connais bien pour avoir effectivement servi à plusieurs reprises. Je remercie également Maud Occhini de l'organisation de ces cafés stratégiques. Je suis très honoré de pouvoir y participer. Je crois que c'est important que le monde universitaire, le monde de la défense puisse échanger sur ces sujets. Je crois qu'il n'y a pas de séparation artificielle à entretenir entre d'un côté des gens qui agissent et puis de l'autre des gens qui réfléchissent. Je crois au contraire beaucoup à la nécessité d'agir en homme de pensée et de réfléchir en homme d'action. Voilà. Alors l'intervention d'aujourd'hui, de mon point de vue, n'a rien d'un cours magistral. Je ne veux surtout pas vous asséner des vérités. Je vais vous parler de certaines expériences, de mon point de vue sur la question de la complexité de l'action militaire, point de vue qui se fonde sur, malgré tout, un peu plus de 20 ans de métier, la connaissance de théâtre d'opération et puis tout simplement l'expérience de la vie militaire. Donc ce n'est pas un cours magistral, l'idée c'est bien de mettre quelques thèmes de réflexion, quelques grands principes sur la table et ensuite de pouvoir échanger. Vous pouvez évidemment m'interrompre en cours d'intervention si vous sentez que je raconte n'importe quoi ou si vous ne comprenez plus ce que je dis. L'idéal étant quand même de réserver vos questions pour la fin de ma présentation. Voilà. Donc le thème retenu est celui de la complexité de l'action militaire et il me semblait intéressant en fait, de commencer par souligner ce paradoxe. Alors, dans notre formation militaire, on apprend à lire beaucoup d'auteurs, on nous donne beaucoup de références. Et moi, j'avais en tête cette citation de Napoléon qui dit « La guerre est un art simple et tout d'exécution ». Alors, ce n'est pas pour le plaisir de contredire l'empereur, quoique, mais je pense qu'il est quand même pertinent de remettre en cause un petit peu cette affirmation. Au moins pour deux raisons. Parce que l'expérience même du militaire contredit la simplicité de l'action militaire. On le sent, dès qu'on est engagé en opération, les choses ne sont pas si simples que ça. Et d'autres grands auteurs, je pense à Karl von Clausewitz, l'ont également souligné. Il y a une simplicité apparente. À la guerre, tout est simple, mais les choses les plus simples sont difficiles. Et les difficultés s'amoncellent et provoquent une friction. Ça, c'est le propre, à mon sens, de l'engagement militaire. Voilà. À la guerre, tout est simple. Même les choses simples sont difficiles et c'est ce qu'on appelle la friction. Et un militaire, dans sa façon de conduire ses actions, va toujours prendre en compte ce paramètre, la friction. D'autres appelleront ça de façon plus prosaïque la loi de l'emmerdement maximum, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui doit être prise en compte dans la conception, la préparation, l'exécution de toute action militaire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Ce que je me propose de faire, c'est dans un premier temps de dresser un petit panorama des opérations militaires dans lesquelles la France est engagée et de souligner, à travers ce petit point de situation, finalement une complexité croissante des opérations militaires. Ensuite, de s'attarder peut-être un peu plus sur deux cas que je connais somme toute assez bien, celui du Mali et ensuite celui du territoire national, de l'opération Sentinelle. Et enfin, en dernier lieu, de vous présenter un petit peu comment moi, en tant que chef de corps, en tant que chef militaire, je m'efforce de traiter avec cette complexité et de la prendre en compte. Alors, vous avez là une carte, je ne sais pas si elle est très lisible, mais elle illustre les engagements actuels des armées françaises sur les théâtres d'opération extérieures, mais également sur les théâtres d'opération intérieures. Le général Georges Lain, lorsqu'il était chef d'état-major des armées, avait pris pour habitude de caractériser nos opérations à travers les 4 D. La durée, le durcissement, la dispersion et la diversification. Quelques exemples pour vous illustrer. Vous voyez la dernière des opérations extérieures, l'opération Daman, la participation française à la force intérimaire des Nations Unies au Liban. On y participe depuis 1978. Voilà. L'Afghanistan, on y est resté à peu près 11 ans.
Le Mali, on y est maintenant depuis 2013. La durée est une caractéristique des opérations militaires actuelles. Le durcissement ensuite. Quand le général Georgelin a formulé ces 4D, on rentrait dans le dur des opérations en Afghanistan. Et on retrouvait des engagements nettement plus durs que ceux qu'on avait pu connaître pendant une période, notamment en ex-Yougoslavie, même si là encore, je ne parle pas du nombre de victimes ou de tués, je parle bien du style d'engagement. On retrouve des opérations où on va directement au combat, où les unités manœuvrent, où les unités sont appuyées par des feux aériens, des feux d'artillerie. Voilà, un engagement nettement plus dur. Troisième caractéristique, la dispersion. Dispersion qui, par elle-même, va introduire beaucoup de complexité. En effet, aujourd'hui, on a engagé du Trocadéro à Gao, avec deux styles de mission très différents. C'est une image très parlante du général Bosser, mais c'est le même soldat au Trocadéro et à Gao. Idem, hein, une opération dont on parle assez peu, la forêt guyanaise, l'opération Harpie, qui va avoir bientôt, alors qui a un peu plus de 10 ans sous sa forme actuelle et pérennisée sous l'opération Harpie. Ça fait une vingtaine d'années que les armées participent à la lutte contre leur paillage illégal. Voilà, entre Harpie et le sud-Liban, une dispersion, une différence d'approche pour deux théâtres bien distincts qui est la marque de ce que font les armées françaises aujourd'hui. Dernier point, diversification. Diversification, ce qu'on entend derrière cela, ça va de pair avec la dispersion, mais c'est le style de mission. Au Liban, on participe à une mission multinationale, sous casque bleu, donc une mission de l'ONU, avec ses règles d'engagement particulières, ses subtilités particulières, la complexité d'un travail en coalition où chaque nation arrive avec ses caveats, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, pour des raisons plus ou moins clairement identifiées, mais en soi une vraie complexité. On participe également à l'opération Chamal, appui direct à la reprise de Mossoul. Alors, certes, on pourra toujours dire que la participation française à cette opération est somme toute assez limitée, quelques canons. Maintenant, je crois que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un seul canon français qui a autant tiré que ceux qui ont été engagés dans l'opération Chamal. Donc là, on parle de durcissement, de diversification. Je pense qu'on a des exemples très parlants. Voilà. Et enfin, autre témoin de cette diversification, les opérations qui sont menées sur le territoire national, où là, on sort complètement de notre zone de confort en tant que militaire, parce que cadre juridique complètement différent de celui auquel 20 années d'opérations extérieures nous ont habitués. L'engagement des armées, j'y reviendrai, sur le territoire national, c'est un cadre juridique très particulier. Voilà, et qui nous fait faire, juridiquement parlant, un grand écart entre l'état d'opération extérieure et notre intervention sur le territoire national. Pour terminer avec ce panorama un petit peu des conflits actuels, de l'action militaire actuelle, il y a 3 points que je souhaitais souligner, au-delà des 4D du général Georgelin. Il me semble important de le faire parce que c'est des termes qu'on entend souvent dès qu'il est question d'opérations militaires, dès qu'il est question des conflits actuels. On parle notamment beaucoup d'asymétrie. Asymétrie entre les belligérants, avec d'un côté des armées de type occidental, bien équipées, numérisées, puissantes, et de l'autre côté, des rebelles plus ou moins dépenaillés, utilisant des moyens artisanaux, etc. Je pense que ça, c'est un aspect qu'on a de plus en plus à relativiser, parce que les progrès technologiques qui ont été faits par les armées occidentales, il faut bien se dire qu'ils bénéficient également à l'adversaire. Et que dans ce domaine-là, l'imagination, elle est bien souvent du côté de celui qui semble le moins puissant. Prenez le cas de l'État islamique en territoire syro-irakien. Voilà, c'est l'artisanat en termes d'armement, en termes d'engins explosifs improvisés, en termes de drones. On
on a largement dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, on a des armées irrégulières, mais qui se sont industrialisées, voilà, qui fonctionnent avec les apports de la technologie moderne. Donc une asymétrie à relativiser de ce côté-là. Une asymétrie également à relativiser lorsqu'on parle de communication. L'État islamique, pour parler de lui une nouvelle fois, maîtrise parfaitement les canons de la communication. Au moins aussi bien que nous. Sinon mieux. Quand vous regardez ce qu'ils sont capables de produire en termes de propagande, l'écho qu'ont leurs publications, leurs vidéos, etc., vous dites, c'est des gens qui maîtrisent parfaitement ces rouages-là. Je pense que s'il y a asymétrie, elle est bien plus au niveau des valeurs, en fait, de ce qu'on va défendre et de la façon dont on va mener l'action militaire. Pour caricaturer, d'un côté, des règles d'engagement très strictes, encore. Pour caricaturer, je ne caricature pas, parce qu'en fait, c'est la réalité. Des règles d'engagement très strictes, et de l'autre côté, pas de règles. Le droit de la guerre, qui façonne notre action notre façon de mener des actions militaires, je pense que ça parle assez peu aux gens de Daesh ou aux adversaires qu'on a pu croiser sur d'autres théâtres d'opération. Donc s'il y a asymétrie, elle est vraiment à ce niveau-là. Et pour le coup, ça, c'est un des éléments de la complexité. Et ça correspond à une remise en cause de la puissance militaire traditionnelle. Voilà. Aujourd'hui, la puissance militaire, au sens meilleur armement, meilleur équipement, meilleure technologie, ça ne suffit plus. Le deuxième point, c'est la façon dont on va s'engager. D'un côté, vous avez des États comme la France, les États occidentaux d'une façon générale, qui, quel que soit le discours qu'on tient sur la nature de nos engagements, je pense qu'il faut pouvoir le reconnaître, on reste dans une logique d'engagement limité. On ne met pas tous les moyens de la nation dans ces engagements, parce que, de facto, on n'est pas dans la même logique. Face à nous, on a des gens qui, eux, sont en revanche dans une logique de guerre totale. Et ça veut dire que si on met des moyens limités, on a aussi des succès, sinon limités, des succès qui ne sont pas éclatants et qui se gagnent dans le temps. Et là, on rejoint l'idée de durée que j'ai mise en avant précédemment. Il n'y a plus de victoire éclatante comme Austerlitz. Voilà, c'est pour ça que cette citation de Napoléon au début, on peut se dire aujourd'hui elle est caduque. La victoire éclatante n'existe plus. Aujourd'hui, on peut gagner une bataille. Derrière, dans le style d'engagement qu'on a, l'idée c'est bien plus de conduire à une paix durable. Et dans ce domaine-là, l'outil militaire, l'action militaire à elle seule ne suffit pas. Autre élément de complexité, l'action militaire à elle seule ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle une approche globale, mais en tout cas prendre plus de paramètres que les seuls paramètres purement militaires. Dernier point que je vais essayer d'illustrer avec les deux cas concrets suivants, la maîtrise de l'environnement. Les théâtres sur lesquels on intervient, on touche leur particularité, on touche leur histoire, leur géographie, on touche une réalité en termes de population différente. Ne pas la prendre en compte, c'est le péché originel de l'action militaire. Donc forcément, on doit prendre en compte la situation particulière de chaque pays. Quand on parle du Mali, vous constatez déjà ce territoire immense, la zone d'action où intervenait le régiment dans son dernier mandat. Le régiment est parti 3 fois au Mali, au tout début de l'opération, 1 an et demi après le lancement de l'opération, et dernier mandat, 2 unités d'état-major sont rentrées au mois de juin. La zone d'opération est plus grande que la France. Et on y engage le volume d'un bataillon, soit environ 1000 hommes. Donc voilà, ça vous donne une idée déjà de la complexité à maîtriser ce milieu. Ensuite, quand vous prenez le territoire malien, vous avez une zone de fracture entre l'Afrique noire et l'Afrique subsaharienne, arabe et maure. Voilà. Et ça, c'est la fracture fondamentale. Elle vous saute aux yeux quand vous êtes sur le territoire et que vous montez en direction du Mali. Ne pas la prendre en compte, ne pas être capable de faire
de saisir qu'il y a des ressentiments profonds entre, en gros, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire et les gens qu'on va appeler les peaux claires, les Tamatcheks, donc les Arabes, les Maures. Voilà, c'est passé à côté d'une des données de l'équation. C'est une la palissade, les frontières maliennes sont perméables, ne pas le prendre en compte, encore une fois, voilà, c'est raisonner dans le vide. Autre point, propre au territoire malien, il faut bien dire qu'on a un État-nation qui est déséquilibré, avec en fait deux nations au sein d'un État mal assuré. Vous avez en gros le centre de gravité administratif du pays qui est au sud, voilà, autour de Bamako, essentiellement autour de l'ethnie Bambara, qui s'efforce, qui cherche à avoir un contrôle sur la partie nord, donc l'Azawad, hein, le pays des Touaregs, qui bien évidemment ne veut pas en entendre parler. Voilà. Alors, au-delà des connaissances livresques, hein, de l'étude qu'on peut avoir du pays, de la connaissance qu'on peut avoir du territoire, de son histoire, c'est bien des paramètres qu'il va falloir intégrer lorsqu'on commence à concevoir une action militaire. S'engager dans une action militaire sans prendre en compte ces paramètres-là, d'environnement, de population, voilà, c'est une erreur fondamentale. Et ça, c'est une des données essentielles de la complexité de l'action militaire aujourd'hui. On pourrait revenir également sur l'Afghanistan. Sur le Liban, on retrouve ces constantes en termes de difficultés. Voilà, et la zone d'opération grande comme la France, je l'avais déjà dit. Ensuite, militaire, on raisonne contre un ennemi, ou à défaut, au moins contre un adversaire. Alors, tout ce que j'ai dit auparavant, vous allez le retrouver là, avec ce cas d'étude du Mali, mais il faut quand même prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Dans le cas du Mali, cette diapo, peut-être certains l'ont déjà vue, parce que je sais qu'elle a été utilisée notamment par le colonel Pierre, et pour le coup, on l'avait élaboré ensemble quand moi je suis rentré du premier mandat au Mali, pour essayer de décrire un peu quel ennemi on avait affronté, à quel ennemi on serait de nouveau confronté. Donc vous avez voilà, l'écume, ce qui vous apparaît d'emblée, c'est ça, c'est ces mouvements bien organisés. C'est assez confortable intellectuellement parce qu'on met nos adversaires dans les petites cases. Al-Qaïda, au Maghreb islamique, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, en Sardine, le mouvement pour l'indépendance de l'Azawad, le mouvement national de libération de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad. Voilà, chacun de ces mouvements a des motivations à un bout du spectre uniquement politique, à l'autre bout uniquement religieuse, et entre les deux, bah, une superposition des deux. Ça, c'est ce qu'on perçoit je veux dire, si on se contente de regarder l'écume de l'eau. Il y a une réalité souterraine, il y a la partie immergée de l'ennemi. La partie immergée de l'ennemi, c'est la violence traditionnelle qui existe dans ces sociétés. Quand je dis violence traditionnelle, c'est que de tout temps, il y a eu des conflits intercommunautaires. De tout temps, les Peuls se sont frottés aux Bambara. De tout temps, les Tamatcheks se sont frottés aux Bambara. Parce que derrière, il y a des ressentiments qui sont liés à l'esclavagisme, qui sont liés à des luttes pour certaines parties du territoire. Et aussi à une forme de brigandage permanente. Voilà. Tous ces gens-là, ils se retrouvent autour d'un point, c'est le contrôle des trafics. Ensuite, vous retrouvez un coup des islamistes, un coup des indépendantistes, et vous voyez bien qu'il y a toute une zone d'ombre où en fait, les gens ont des intérêts communs et vont basculer d'une étiquette à une autre. Voilà. Quelqu'un avec lequel vous allez discuter parce que ses motivations sont uniquement politiques au sein du MNLA, le lendemain, il posera peut-être un IED sur la route de votre convoi pour en Sardine. Il faut le savoir. Voilà. C'est un paramètre essentiel de cette complexité, il faut le savoir. On quitte le Mali, dispersion, diversification, on revient sur le territoire national et l'emploi des armées dans le cadre de l'opération Sentinelle. La France, vous le savez, est divisée en zones de défense et de sécurité, avec à leur tête un préfet de zone et
un officier général de zone de défense et de sécurité. Voilà, c'est une organisation de défense et de sécurité qui est particulière à la France, qui suppose au niveau zonal un dialogue civilo-militaire, et c'est sur cette organisation de zone de défense et de sécurité qu'est calqué aujourd'hui le dispositif Sentinelle. En tout cas, c'est au niveau zonal, au niveau de la zone de défense et de sécurité, que ce dispositif se met en place. Les photos que j'ai choisi de mettre sur cette diapo, elles sont caractéristiques de la complexité de l'opération Sentinelle. Parce que elles font référence à l'incident du Louvre, à celui d'Orly et à l'incident tout récent de la gare de Marseille-Saint-Charles. Je parle d'incident, le terme est impropre, puisqu'il s'agit en fait d'attaques terroristes, d'attentats, voilà, sur lesquels des militaires de l'opération Sentinelle sont intervenus. Pourquoi j'ai choisi de mettre ces images-là? Parce que, en fait, en soi, la mission Sentinelle, elle n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué et ce qui doit être appréhendé comme tel par les armées, c'est bien ce cadre juridique très spécifique de l'engagement des armées sur le territoire national, qui est complètement distinct de ce qu'on connaît en opération extérieure et qui a des conséquences importantes en termes d'usage des armes, voilà, d'usage de la force, et qu'on doit aujourd'hui prendre en compte. L'autre complexité, c'est qu'en fait, l'opération Sentinelle fait travailler deux organisations régaliennes, la défense et l'intérieur, sur une mission commune, mais avec des procédures et des approches qui, au moins initialement, étaient quand même assez radicalement différentes. Vous avez d'un côté le ministère de l'Intérieur qui est organisé du bas vers le haut, voilà, du département on remonte vers l'échelon central. L'organisation des armées, elle est un peu différente. Nous, on reçoit nos ordres d'en haut et on les décline ensuite jusqu'au niveau local. Donc deux organisations qui fonctionnent à front renversé, ce qui explique la difficulté, au moins initiale, de l'opération Sentinelle à trouver un mode de fonctionnement qui répondent à l'objectif fixé par le pouvoir politique, c'est quand même le but premier d'une opération militaire, et qui soit à la fois en même temps cohérent avec nos modes d'action. Encore une fois, l'enjeu pour les armées, c'est d'arriver à adopter des modes d'action militaires les plus proches de ceux qu'on utilise en opération extérieure, sachant que sur le territoire national, on est bien employé sous la responsabilité de l'autorité civile, de par la loi, de par notre Constitution. Donc ça, voilà, c'est un élément de complexité à prendre en compte, avec, je vous l'ai dit, un enjeu fondamental qui est la maîtrise des règles de comportement et d'usage des armes. Voilà, alors moi, en tant que chef de corps, en tant que chef militaire, ma mission, c'est de préparer mon régiment à affronter cette complexité, voilà, tout en préservant une certaine cohérence, là où en mettant de la cohérence là où elle n'existe pas. On a parlé de dispersion, diversification, ce ne sont pas des choses où tout est naturellement cohérent, sachant qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est bien d'être capable de faire les deux, qui, je vous l'ai dit, sont quand même radicalement différents. Pour vous illustrer cette difficulté, la photo du haut au Mali, elle a été prise au mois d'avril 2017, hein, donc cette année, et l'autre en dessous, à côté du Moulin Rouge, au mois de décembre 2015, soit juste après les attentats du Bataclan et du 11e arrondissement. Aujourd'hui, les gens qui étaient au Mali au mois de juin, j'ai une compagnie qui est rentrée mi-juin, qui est repartie le 1er août à Sentinelle, qui va rentrer demain, et qui repartira début décembre de nouveau pour 2 mois à Sentinelle. Voilà, ça vous donne une idée de l'enchaînement, sachant que oui, on fait Sentinelle, mais en même temps,
et ça ce sera le cas en début d'année 2018, on doit être prêt à prendre l'alerte nationale, l'échelon national d'urgence, pour intervenir sur un théâtre qui viendra s'ouvrir, comme ça a été le cas au Mali en 2013, comme ça a été le cas en Centrafrique en 2015. Donc voilà, on doit être présent d'un bout à l'autre du spectre. En termes d'organisation, de préparation, c'est pas anodin. Moi, j'envisage cette mission-là, ma mission mon rôle de cohérence, sur 3 champs de bataille différents. Je les ai appelés comme ça parce qu'au moins je sais qu'au régiment, les gens le comprennent bien. La bataille des effectifs, c'est la première et c'est la plus importante. Parce que j'ai besoin de disposer d'une ressource humaine qui est formée à son métier et qui est disponible en quantité. Alors je dis c'est la plus importante, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, le précédent président de la République avait décidé de geler la déflation des effectifs, puis de remonter la force opérationnelle terrestre à 77 000 hommes. Donc plus 11 000. Pour le régiment, ça s'est traduit par la création d'une compagnie supplémentaire. Une compagnie supplémentaire, c'est 130 hommes à former, sachant que voilà, on est dans une logique de stock et de flux. Hein. Je fais rentrer du monde, mais il y en a qui partent parce qu'ils partent en retraite, parce qu'ils ne sont plus disponibles, parce qu'ils dénoncent leur contrat, parce qu'ils voilà, ne continuent pas. Donc on a eu un effort en termes de recrutement et de formation qui est énorme. Voilà. Et aujourd'hui, on poursuit, parce que mine de rien, ça fait que depuis 2015, et notre objectif en termes de formation, de fidélisation, le premier rendez-vous où on voit concrètement les résultats de ce qu'on a fait, c'est au bout de 5 ans. C'est comme tout en matière de ressources humaines. Deuxième champ de bataille, celui du temps. Je vous ai décrit le parcours d'une compagnie, mais en gros, entre 2 déploiements opérationnels, même si une fois qu'on est en mission, on peut continuer à s'entraîner, à s'instruire. Entre les deux, il faut utiliser le temps pour que les gens aient le temps de se former avec des formations qualifiantes qui vont compter dans leur déroulement de carrière, dans leur cursus, et le temps de s'entraîner à la mission spécifique à laquelle ils vont participer, et puis le temps d'entretenir ce qu'on appelle fond de sac chez nous. Enfin, la base de ce que tout militaire en unité combattante doit posséder en termes de conditions physiques, de tir, de préparation sanitaire. On ne fait pas partir les gens, par exemple, avec des dents abîmées, des choses toutes bêtes, mais qui prennent énormément de temps. Donc, moi, ma deuxième bataille, c'est celle du temps. Organiser l'instruction, la préparation opérationnelle, et puis également ménager des pauses. Vous doutez bien que les gens qui passent plus de 250 jours en mission sur le territoire national ou à l'extérieur, ils ont besoin de temps de pause. Voilà. Et moi, je dois respecter ce temps de pause pour eux, pour leur famille, et puis parce que voilà, ils en ont besoin tout simplement. Dernier champ de bataille, que j'ai les moyens nécessaires à l'exécution de mes missions. Alors quand je dis les moyens, ça peut être des moyens techniques, mais je place également des moyens humains. Un régiment d'infanterie comme celui que je commande ne part jamais seul. On a toujours besoin de renforts en spécialistes dans le domaine des transmissions, de l'artillerie, voilà, d'autres armes. Et là aussi, vous avez une conquête de ressources à assurer. Et bien entendu, tous ces domaines-là sont liés. Et derrière, il y a un enjeu de cohérence, il faut que ça tourne. Voilà, c'est une mécanique complexe dans laquelle le moindre grain de sable va vous imposer. Alors, ça ne grippe pas la machine, Dieu merci, ça ne la casse pas, mais ça impose au moins de revoir l'agencement des différents rouages et puis de retrouver le bon équilibre. Voilà. Se préparer à la complexité tout en préservant la cohérence. Je pense que j'ai assez parlé de ces exemples-là. J'espère qu'ils susciteront quelques questions de votre part. Moi, je voulais terminer sur, pas élever le débat, mais revenir à un grand auteur, un penseur militaire, un stratège pour le coup, pour souligner que, voilà, même à de petits échelons, je considère que celui auquel je travaille est un petit échelon. Il n'est pas interdit de penser. Il n'est pas interdit de réfléchir, il n'est pas interdit d'avoir un raisonnement stratégique. Ce que je viens de vous décrire, là, la bataille des effectifs, la bataille des moyens, la bataille du temps, le général Beaufre, une référence française en matière de stratégie, l'avait décrit à sa façon en décrivant en présentant
une métaphore de ce que fait le stratège. Et on y retrouve tout. Voilà. On doit opérer un malade en état de croissance constante, extrêmement rapide. On n'est pas sûr de sa topographie anatomique. Sur une table d'opération en perpétuel mouvement, avec des instruments qu'on a dû commander à l'avance. Ça souligne complexité inhérente au métier militaire, plus largement peut-être ou au rôle de décideur, accepter de travailler dans l'incertitude et de ce fait, accepter également de prendre des risques. Voilà. J'en ai terminé, maintenant je suis disponible pour répondre à vos questions.